Alors, nous allons passer maintenant à des appréciations d'experts et tout d'abord avec Monsieur Philippona, secrétaire général de Finance Watch. Donc, dites-nous ce qu'est cette chose, ce qu'elle fait et les réflexions, les avis que vous inspirent les communications politiquement très correctes qui viennent d'être faites. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Alors cette chose qu'est Finance Watch, c'est une ONG qui a été créée à l'appel de près de 200 élus en Europe, de tous horizons politiques. Ces élus disant qu'ils avaient besoin d'un plaidoyer reflétant pas simplement l'intérêt particulier des différentes parties prenantes à l'industrie financière, mais également d'un plaidoyer prenant en compte l'intérêt général afin, ce qui est logique et classique dans une démocratie, de se faire une opinion. Une fois qu'on a entendu les arguments d'un côté et de l'autre, on peut trancher en tant que législateur. En tout cas, tous les législateurs avec qui j'ai discuté et qui ont signé cet appel avaient cette logique. Finance Watch est une organisation qui a aujourd'hui 71 membres, qui sont soit elles-mêmes des ONG, des syndicats, des associations de consommateurs, des instituts de recherche, quelques autres types d'associations également, également ce qu'on appelle des membres qualifiés, des professeurs d'université, notre présidente est membre du conseil scientifique du European Systemic Risk Board. Ce genre de personnes qui sont des gens qui ont de l'épaisseur, j'ai envie de dire, en matière de finance et de réglementation financière. Collectivement, nous avons des membres qui représentent aujourd'hui eux-mêmes pas loin de 100 millions de citoyens européens. Donc ça a grandi très vite et c'est devenu lourd rapidement. Et à côté de ça, il y a une équipe de près d'une quinzaine de professionnels aujourd'hui qui viennent tous de l'industrie de la finance afin de faire des propositions qui dépassent un appel général à la réforme ou que sais-je, mais avoir des choses très, très concrètes. Nous faisons, et je m'arrêterai là pour passer ensuite au sujet de l'union bancaire, nous avons fondamentalement trois activités. Une activité qui consiste à analyser les propositions faites par la Commission européenne et qui vont ensuite sur l'agenda du Parlement et du Conseil en matière de réglementation financière, avec cet angle systématique de quel est l'intérêt général dans cette histoire. Et puis ensuite, nous faisons de façon très classique du plaidoyer. Le plaidoyer voulant dire tout simplement de la communication, faire passer nos idées, nos positions, et puis du lobbying. Nous avons une équipe de lobbyistes professionnels. C'est un mot horrible. C'est un mot parfaitement légitime, transparent et connu. Le lobbying, s'il est fait de façon transparente, connue, dans les normes et les procédures qui sont celles de l'Union européenne, nous semble tout à fait légitime. Qu'est-ce que vous lobbyez? Expliquez-nous. Alors, typiquement, nous sortons un rapport, je vais vous donner un exemple concret, nous sortons un rapport sur CRD4 le 1er février dernier, donc mise en œuvre dans le cadre de l'Union européenne des accords de Bâle III. Il y avait six recommandations principales, je pense que nous n'avons pas le temps de les passer en revue. Dans les 15 jours qui ont suivi, on a rencontré à peu près tous les groupes politiques au Parlement européen pour discuter de ces propositions. Et 5 sur ces 6 ont été transformés en amendements par différents groupes politiques, d'horizons politiques différents, afin d'être mis sur la table. Donc ça s'appelle tout simplement discuter d'une idée, voir si un groupe politique est convaincu ou pas, et puis le cas échéant, travailler avec ce groupe pour le transformer en possibilité de loi. Après ça, il y a tout le processus démocratique qui se met en route. Pardonnez-moi de vous poser la question, ne la prenez pas en mauvaise part. Vous faites tout cela dans l'intérêt général, dans un intérêt académique ou en soutenant des intérêts économiques particuliers? Alors nous n'avons aucun intérêt économique puisque nous sommes financés par quatre fondations philanthropiques, par quelques centaines de particuliers. Nous avons également reçu, après vote du Parlement européen et appel d'offres de la Commission européenne, une dotation budgétaire des institutions européennes qui nous ont permis qui nous permettent de fonctionner. Donc c'est un financement qui ne reflète aucun intérêt économique. Voilà. Nous faisons ça dans une logique. Alors on peut débattre et on en a souvent débattu, on a souvent été apostrophé sur ce sujet de ce qu'est l'intérêt général. On pourrait en parler longuement, mais la logique c'est de se dire, voilà, dans une réglementation particulière, quel est l'intérêt qui dépasse la somme des intérêts particuliers. Donc, si la Commission finance les lobbyistes qui viennent lui rendre visite,
Effectivement, c'est une façon d'objectiver les débats. Je pense que la logique générale est celle d'un équilibre des débats. Donc voilà pour Finance Watch. Sur le sujet de l'union bancaire, j'aimerais mettre la question de l'union bancaire en perspective avec le but recherché. On sait que le but recherché est double. Il est d'abord, alors le plus souvent annoncé, c'est celui de mettre fin à ce cercle vicieux qui est la relation entre les banques et les États, où de façon très rapide, on le sait, mais les banques contribuent de façon très significative au financement des États, mais comptent sur les États pour les sauver le jour où elles ont fait faillite parce que les États n'ont pas remboursé l'argent qu'on leur avait prêté. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça a été analysé très, très, très clairement. Et là, il y a quelque chose qu'il faut casser parce qu'on voit tous que ça ne marche pas. Donc ça, c'est le premier but annoncé, et donc c'est une chose. La deuxième chose, c'est de réduire la situation d'aléa moral des banques vis-à-vis de la société et de ses conséquences. On sait que l'aléa moral, c'est une asymétrie de position où les gains et les pertes ne sont pas partagés par le même bord. Et ça, par définition, ça crée des distorsions, et c'est quelque chose de très important et qui existe en matière bancaire et des banques vis-à-vis de la société. L'impact de l'aléa moral, il faut absolument l'avoir en tête, il est triple. Il y a celui qui a souvent été discuté et documenté, qui est l'impact sur le contribuable. Quand le contribuable, ça n'a pas été le cas en France, mais c'était le cas dans d'autres pays, quand le contribuable doit se porter à la rescousse, alors que s'il y avait eu des gains, ça n'aurait pas été pour lui. Donc ça, c'est une vraie question. Question moins souvent discutée, mais qui est très importante et qui est très très bien mise en exergue par le récent rapport Lee-Cannon, c'est la distorsion de concurrence créée par l'aléa moral. Pourquoi? Parce que, alors de façon très rapide, parce qu'on n'a pas de temps, l'aléa moral crée un avantage de financement pour les banques qui bénéficient du soutien implicite ou explicite de l'État, et grâce à cet avantage de financement, il y a clairement une distorsion de concurrence entre les plus grands établissements bancaires et les plus petits. Donc là, il y a une vraie question. Je vous encourage à lire tout le préambule et l'analyse du rapport Lee-Cannon, qui est tout à fait remarquable sur ce sujet. Les auditeurs, je suppose qu'il y en a quelques-uns, de Public Sénat qui regarderont cette audition, est-ce que vous pouvez rappeler en quelques mots ce que cela signifie, l'aléa moral, dans le cas particulier dont vous traitez? Alors, l'aléa moral, c'est le fait, alors il y a plusieurs façons de le décrire. La façon la plus simple, c'est de jouer à pile je gagne, face vous perdez. Donc si je gagne, c'est pour moi, si ça perd, c'est pour vous. De façon un tout petit peu plus précise, on va dire, c'est typiquement dans le cas de la situation dans certains pays où vous prenez par exemple le cas de la Grande-Bretagne qui a dû sauver un certain nombre de ses banques à grands coups de dizaines de milliards de livres sterling. Les profits de ces banques allaient à des détenteurs de capitaux privés, mais les pertes ont été portées par, en l'occurrence, la société britannique. Donc les gains et les pertes n'étaient pas portés par la même entité. Ce qui crée bien sûr un problème parce qu'il y a une incitation, si j'ai les gains d'une situation mais je n'en ai pas les pertes, à prendre des risques. Je suis prêt à prendre des risques puisque les pertes ne seront pas pour moi et les gains seront pour moi. Et les gens qui me financent, mes financeurs, se disent je peux lui prêter de l'argent puisque de toute façon il ne peut pas perdre. Donc si je ne peux pas perdre, je ne suis pas risqué. Alors bien sûr, il faut mettre plein de nuances dans le monde réel, mais c'est l'idée de l'aléa moral. Et le fait que je puisse emprunter de l'argent à risque, à un coût qui reflète un risque considérablement réduit, crée ces distorsions et de facto fait porter cet avantage de financement sur la société et donc sur le contribuable. On peut aller jusqu'à dire que cet aléa moral fait payer par le contribuable une rente qui ne lui bénéficiera pas. Donc là, il y a vraiment des questions qui sont très 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 fondamentales. Dans le cadre de l'Union européenne, il y a 2 textes législatifs qui sont sur la table, et puis il y a une initiative. Les 2 textes, c'est celui de l'union bancaire au sens de mécanisme unique de supervision, et puis le texte qui a déjà été évoqué, qui est très très important, sur la gestion de crise et la résolution bancaire. De notre point de vue, je pense que j'irai tout à fait dans le sens de ce qui a été dit avant,
Ces textes ne peuvent pas être séparés. Alors la difficulté, c'est que dans la réalité de la négociation et de l'avancée des dossiers, ils le sont dans une certaine mesure. On est dans le monde réel et tout ne se fait pas simultanément. Mais il est absolument impératif que les deux soient faits ensemble. Pourquoi ? Parce que si on prend que le mécanisme unique de supervision, non seulement, je dis bien si, ce n'est pas le cas. Enfin, je veux dire, ce n'est pas la logique, si j'ai bien compris, de ce que propose la Commission. Mais si on n'avait que ça, on aurait encore un renforcement de l'aléa moral. Je fais exprès de le dire avec une petite provocation. Pourquoi ? Parce qu'on a encore mieux garanti par la puissance publique le système bancaire. Donc si le système est encore mieux fichu, je vais passer sur toutes les difficultés techniques et politiques. Admettons que tout soit mis en œuvre. Ah ben c'est merveilleux, on a encore plus d'aléa moral. Alors après ça, en disant ça, je suis partiel et donc incomplet. Si on a parallèlement le mécanisme de gestion des crises et de résolution qui est proposé et qui notamment contient une proposition extrêmement importante qui consiste à faire supporter les pertes par les apporteurs de capitaux privés, à ce moment-là, on a résolu la question. C'est tout le système, dit dans le jargon si souvent anglais, des bail-in bonds, qui fondamentalement, au-delà du détail de la technique, consiste à dire si vous apportez des capitaux, vous en aurez les bénéfices, mais vous avez aussi le risque. Et ça, c'est une proposition qui a un sens considérable parce que justement, ça traite ça. Donc si on a les deux mis ensemble, j'ai envie de dire dans un monde idéal simultanément, on a vraiment avancé. Si on n'a que le système unique de supervision sans avoir le système de gestion de crise, j'ai de très sérieux doutes. Il y a un troisième volet qui est très important, certainement de notre point de vue Finance Watch. Ça consiste à dire qu'il faut également réfléchir à la structure du système bancaire. Et ça, c'est précisément le rapport Liikanen qui est sorti récemment. Pourquoi faut-il réfléchir à une réforme de la structure bancaire parallèlement ? La première raison, j'insiste toujours, et je vais être très bref, j'insiste toujours sur cette question de l'aléa moral, il y en aura toujours un résidu. Encore une fois, on est dans le monde réel, il y en aura toujours un résidu. Et la structure, la réforme, alors il y a plein de questions derrière ça, mais des structures des banques consiste, dans un monde idéal, à dire si je dois avoir un résidu d'aléa moral, autant qu'il soit pour la partie des activités bancaires qui bénéficient à la société et aux citoyens. Pour faire simple, il y a des activités qui sont plus utiles que d'autres aux citoyens. Si le citoyen doit de facto, en tant que contribuable, apporter sa garantie, autant que ce soit pour la partie des activités qui sont le plus utiles. Et la dernière chose, j'abrège parce qu'on n'a pas le temps, c'est la question de la résolution bancaire. J'aimerais mettre en exergue ce qui se passe aux États-Unis avec l'autorité de résolution bancaire qui s'appelle le FDIC, qui a été mis en place d'ailleurs, il ne faut jamais l'oublier, par le fameux Glass-Steagall Act de 1933. On dit toujours Glass-Steagall Act, c'est séparation des activités de banque commerciale et d'affaires. C'est vrai, mais c'est aussi parallèlement un mécanisme de supervision et un mécanisme de résolution. Ah tiens, si on prend union bancaire plus gestion de crise plus Liikanen, ce qu'on est en train de faire ou réfléchir aujourd'hui dans le cadre de l'Union européenne, c'est quand même de la même famille de réflexion que Glass-Steagall à l'époque. Ça, c'est très important. Et ce qui est intéressant, je me permets de terminer en 20 secondes, c'est de voir que le système de résolution bancaire aux États-Unis fonctionne remarquablement pour des banques de taille petite à moyenne, plus problématique pour des banques plus grosses. Washington Mutual, qui était la plus grosse résolution bancaire aux États-Unis, 300 milliards de dollars, c'est-à-dire seulement 10% de la taille des plus grandes banques européennes, a quand même coûté de l'argent au FDIC. On peut se poser la question si ça fonctionnerait pour les plus grandes. Donc là, on a quand même une question de structure bancaire et de taille des banques par rapport à la faisabilité, à la réalité de la possibilité de gérer des crises bancaires. Merci. Merci beaucoup, monsieur le délégué général.